Bonjour, bonjour. Merci d'être présent en milieu d'après-midi. Surtout d'avoir accepté de franchir cette foule pour arriver jusqu'au forum des lecteurs. Alors, ceux qui auront raté la rencontre, eh bien, ils pourront se rattraper sur le site de Corrèze TV parce que, messieurs, nous sommes en direct et on pourra vous réécouter sur le site Corrèze TV en replay. Et puis, vous aurez l'occasion, après cette rencontre, de retrouver les auteurs. Jean-Daniel Balthassa, l'auteur de La tristesse des femmes en mousseline, sera présent sur le stand L21. Et Claude Chope, L'origine du monde, vie de modèle, c'est votre titre, aux éditions Phébus. Vous êtes sur le stand L23. Alors, je dois féliciter la programmation, parce que de vous avoir réunis, c'est une formidable idée. Vous avez écrit évidemment 2 livres différents, dans une période, le 19e siècle, qui rassemble les peintres dont nous allons parler. D'un côté, Berthe Morisot, bien sûr, mais avec bien d'autres peintres. Et puis vous, Claude Chope, vous parlez essentiellement, enfin pas essentiellement, vous parlez de Courbet et du fameux tableau qu'on a découvert il y a très peu de temps, qu'on peut admirer dans une salle un peu curieuse au musée d'Orsay, le fameux tableau L'origine du monde, qu'on peut voir sur la couverture, bien qu'il y ait une jeune femme qui cache presque l'essentiel. Alors, je vais vous présenter brièvement. Claude Chope, vous êtes docteur Eslet et vous êtes un fou, si je peux me permettre, d'Alexandre Dumas. Un fou très raisonnable. Votre micro près du menton. Un fou très raisonnable. Un fou très raisonnable, vous êtes sûr? Absolument sûr. Vous avez été gagné par Alexandre Dumas parce que vous avez écrit, j'en compte même pas le nombre d'exemplaires, des biographies. Vous êtes historiographe, un dictionnaire Dumas au CNRS en 2010. Et vous avez écrit un livre également en collaboration avec Sylvie Aubenas, mais avec votre femme Marianne, vous avez obtenu la biographie, le concours de la biographie en 2017 pour Dumas fils ou l'anti-Oedipe. Oui. Vous m'expliquerez le titre tout à l'heure. Je vais présenter en même temps Jean-Daniel Balthassa. Vous, votre parcours, études d'histoire de l'art, ça n'étonnera personne quand on connaît la qualité de vos textes, du cinéma, de la photographie. Vous avez travaillé comme directeur artistique pour différentes agences de publicité et des maisons de mode. Et c'est à partir de 40 ans que vous vous consacrez exclusivement à la littérature. Vous allez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup. Mais vous avez écrit votre premier roman La Falaise en 1987. Et puis non pas 5, 10, mais une vingtaine d'ouvrages, même parfois avec un pseudonyme, dans une maison d'édition XO. Et vous avez en plus connu un succès formidable avec Le Divan de Staline. Et vous avez eu le bonheur de voir votre texte adapté au cinéma avec Fanny Ardant, par Fanny Ardant, que vous remerciez tout de suite au début du livre, avec dans le casting, peut-être que certains l'ont vu, ce magnifique film, Emmanuel Seigné, Gérard Depardieu. Alors, première question, Jean-Daniel, comment vous êtes venu à la littérature à 40 ans pour écrire des romans? Il n'y a pas très... bonjour tout le monde. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que j'étais cancer dans les ciels astrales. Et une des particularités des cancers, c'est d'être comme les crabes, c'est d'aller de travers au lieu d'aller tout droit en face. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. J'ai voulu faire être peintre ou faire du cinéma. Donc j'ai passé beaucoup de temps à négocier ça pour arriver à rien. Et finalement, à un moment donné, j'ai dû me résoudre à... Je voulais être un grand poète, je voulais être un peintre, je voulais... Voilà. Et puis finalement, un jour, j'ai dit, bon, ok, on reprend tout à zéro, on devient modeste, et puis on raconte des histoires. Voilà. Alors ça, ce livre-là, c'est le livre de votre vie, alors? Parce oui. qu'on y croise Valéry, oui. Mallarmé... Oui. Et on y croise Manet, Degas et oui. Berthe Morisot, bien évidemment. Oui. Donc vous êtes présent dans ce livre.
Oui, oui, absolument. C'est très juste de le dire. C'est une espèce de panthéon personnel avec lesquels j'entretiens des rapports un peu compliqués. Valérie, c'était quelqu'un qui me fascinait et qui m'énervait prodigieusement. Oui, on le sent au début du livre, ça. Voilà. Oui. Et Mallarmé, c'est quelqu'un que j'admire de plus en plus, mais auquel j'ai rien compris pendant 2-3 décennies, mais je me suis accroché. Voilà, les peintres, c'est un moment de peinture qui est prodigieux. J'ai aujourd'hui des grands plaisirs esthétiques qui sont plus contemporains, mais ça m'a formé, quoi, en quelque sorte. Donc oui, c'est un dialogue avec un espèce de fantôme qui ressemblerait un peu à mon fantôme. Ouais. Et vous, Claude Chope, comment vous est venu ce sujet? Alors évidemment, vous allez me dire, mais Antoine, au début du livre, il y a un lien, c'est la correspondance. Oui, non, bon, mais quand même, vous avez écrit un vrai, pas roman, pas récit, mais quelque chose qui n'a pas de genre, qui est le portrait d'une femme dont on ne connaissait que le sexe, qu'une partie de son corps, c'est-à-dire du sexe jusqu'au téton d'un sein plutôt généreux, plutôt agréable à regarder, voilà. Et donc vous, c'est par le texte, l'analyse du texte, que vous avez trouvé cette énigme. Vous avez résolu cette énigme. Oui et non, c'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que le texte m'est tombé dessus. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'intention d'écrire cela. J'étais, comme je suis toujours, un rat de bibliothèque. J'avais pour projet de publier la correspondance entre George Sand et Dumas fils, grands amis devant l'Éternel, et je mets des petites notes, petit 1, petit 2, petit 3, là, pour expliquer au lecteur des choses qui ont disparu. Et soudain, je vois une phrase, et cette phrase était lumineuse, où Dumas fils disait tout simplement comment Courbet a-t-il osé peindre cette ignominie, cette femme dans le micro, cette femme nue, sa maîtresse. Alors il donnait son nom, Constance Quegnot, et il donnait aussi sa fonction, danseuse de l'opéra. Il disait aussi, elle était la maîtresse d'un Turc, et ce Turc venait quelquefois, elle hébergeait parfois le Turc. Alors moi je vais lire le texte. Lisez-le, c'est non, je vais lire le texte, c'est intéressant parce que c'est grâce, plutôt à cause d'une coquille. Oui, c'est ce que vous nous racontez. Oui, moi, en tant que lecteur, j'ai envie de croire ça. Hein. Allez, croyez. Je vous donne le texte. On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview de Mademoiselle Quegnot de l'Opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps. Le tout de grandeur naturelle et de grandeur naturelle aussi, deux femmes se passant d'hommes. Et là, vous dites, il y a un problème. Il y a à la fois un problème. Il y a une découverte d'abord. On sait maintenant qui était plus ou moins le modèle, puisque c'est ce que l'on dit aujourd'hui, le modèle du tableau de Courbet. Là, on le savait, mais que venait faire Interview là-dedans? Voilà. Interview, en 1866, ce n'était pas encore entré dans la langue française. Alors, pourquoi Interview? Alors, j'ai dans ma tête pris tous les mots qui commençaient par inter, en me disant, c'est peut-être intermédiaire, inter, et rien ne marchait. Et donc, en définitive, à un moment, je me suis dit, et pourquoi pas intérieur? Ça faisait intérieur de Mademoiselle Quegnot. Et il est vrai que quand on regarde le tableau, on a une petite perspective sur l'intérieur de Mademoiselle Quegnot. Et là, je suis allé, bien sûr, je ne pouvais, pour le savoir, je suis allé à la Bibliothèque nationale, département des manuscrits, folio, je ne me souviens plus lequel, mais un folio donné. J'ai regardé et effectivement,
il était clair, manifeste, qu'il ne s'agissait pas d'interview, mais d'intérieur. Et là, j'ai dit, Eureka, j'ai trouvé. Mais j'ai été totalement stupéfait d'avoir trouvé. C'est-à-dire, je me suis dit pendant un quart d'heure, non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas pu, puisque tu ne cherchais pas, tu n'as pas pu trouver. Et j'ai été peut-être un autre quart d'heure avant d'aller oser dire à ma femme, tu sais, je crois que j'ai trouvé qui était la personne peinte par Courbet. Alors, il y a aussi une énigme quand même. C'est un petit peu comme, si j'ose dire, à Jean-Daniel Balthasar, on a découvert un peu Berthe Morisot, amateur d'exposition et de peinture que je suis. Je connaissais très peu l'œuvre de Berthe Morisot il y a 40 ans. Bon, donc on l'a découvert depuis peu, surtout avec la création du musée Marmottan, qui a une belle collection de Berthe Morisot. Mais vous, Claude, on a découvert l'usage du monde. Le grand public a pu découvrir ce tableau grâce au musée d'Orsay. Oui. Oui. En 1995, il est exposé. Ce tableau sur lequel beaucoup de monde fantasmait, l'histoire de l'art l'avait repéré, Oui. mais ce tableau, quand même, son dernier acquéreur, le plus célèbre, le plus étrange, c'était Lacan. Voilà. Donc ça aussi, c'est un mystère. Pourquoi on a découvert ce tableau si tard? On l'a découvert très tard parce que c'était un tableau qui circulait sous le manteau. C'était un tableau qui était connu sans être très connu. Il a même fait un détour par l'Union soviétique après la guerre. C'est-à-dire il a été récupéré par les Russes dans une collection que je suppose allemande. Et il a fait un long détour par la... voilà. Et il est revenu ensuite et acheté par Lacan. Et en fait, c'est au moment de l'héritage Lacan où, contre des dégrèvements fiscaux, Lacan, ou les héritiers de Lacan ont donné, c'est ce qu'on appelle une dation, ont donné le tableau à Orsay. Enfin, à l'État, et c'est devenu à Orsay. Et donc voilà, c'est un tableau qui a beaucoup voyagé, qui a étonné énormément. Jean-Daniel, vous vouliez dire? Oui, outre que c'est un bouquin qui est très fascinant de cette recherche qui a occupé tous les gens qui ont toujours regardé ce tableau. Nous, hommes, on regarde un sexe de femme et finalement, on en arrive à avoir envie quand même de connaître la personne. Ça veut dire quelque chose d'un peu particulier quand même. On a besoin du corps entier. Et Lacan se situe là-dedans quand même. Mais en plus, vous dites qu'il était caché, mais il était doublement caché dès l'origine quand il est peint par Courbet. Courbet le met dans un cadre spécial qui est recouvert d'une autre peinture de façon à ce que son propriétaire puisse ouvrir le tableau. Et quand Lacan l'a, il est dans un petit bureau d'à côté de Lacan, enfin à côté de son cabinet proprement dit, derrière un tissu. Alors lui, il n'a plus le petit tableau, il a juste un tissu et il fait venir les gens et puis il ouvre le petit tissu quand même. Non, je ne suis pas... Vous faites le contraire, là. C'est l'inverse. Le tissu est au début. Un petit tissu vert est au début. Et il y a un petit rideau vert qui l'entrouvre sans doute. Il l'a entrouvert pour Dumas fils. C'est pourquoi Dumas fils peut en parler. Le voit. Voilà. Et récemment... Claude, parlez bien dans le micro. Parce que... Oui, avec Lacan, ce qui est arrivé, c'est qu'il a demandé à un autre peintre, maçon, de repeindre, de faire une toile. Oui. Et donc cette toile, qui est aujourd'hui exposée d'ailleurs au musée judaïque de Paris. Musée des rue des Archives. On peut voir à la fois le tableau, l'origine du monde qui a été déplacé d'Orsay au musée, plus le petit tableau qui cachait. Alors, mesdames, messieurs, c'est tellement fascinant cette histoire-là qu'on pourrait croire que Claude Chope nous raconte des choses plus ou moins vraies. Tout est vrai dans ce livre. Alors, mademoiselle Quéniaud, vous dites, parce qu'on n'a pas énormément de temps pour rentrer dans tout le détail, mais on va suivre sa vie, et vous dites que sa vie, en fait, c'est 3 vies.
C'est très bien fait dans votre livre. La première partie de sa vie, ben, je crois qu'elle rentre, elle est née en 1932. Elle est plutôt jolie et elle est à Paris. Enfin, elle est plutôt bien faite. Oui, bien faite plutôt. Bah oui, bien faite, puisqu'elle est engagée à l'opéra pour être danseuse. Il faut quand même pas être très moche. En 1847. Oui. Elle a 15 ans. Oui. Bon. Et là, vous faites un parallèle sur la société de l'époque, sur la Dame aux camélias. Pourquoi les messieurs allaient souvent à l'opéra? C'était pour regarder les danseuses et c'était probablement pour les emmener, non pas seulement dans la loge, mais dans leur garçonnière, on va dire. Oui, mais Jean Daniel parle très bien de ça avec Degas. Hein. Degas peint ces danseuses-là qu'on retrouve... Donc ça, c'est la deuxième partie de la vie de Mademoiselle Queignaud qui est intéressante, parce que va arriver un personnage extraordinaire. Alors moi, je trouve complètement romanesque, qui est le fameux ottoman dont on a parlé dans le texte, Khalil Bey, qui est un personnage, j'ai l'impression que là, quand même, Claude Chope, vous vous êtes beaucoup amusé. C'est un ottoman... Je ne suis pas quelqu'un qui s'amuse. Non, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'amuse, mais enfin, c'est quand même un ottoman coureur, amateur de gourgandine, comme on pourrait dire, amateur de jeux, et... De gros jeux. De gros jeux. Et il passe une commande à Courbet pour le fameux tableau L'origine du monde. Allez-y, je vous laisse la parole. Non, il fait cette commande, mais il a déjà commandé un autre tableau qui sont les deux cousines, c'est-à-dire deux lesbiennes qui entrelacées. Et je crois qu'il y avait chez Khalil Bey un érotisme particulier qui était l'érotisme du voyeurisme, en fait. Et donc, il va peindre des tableaux pour se souvenir de ses maîtresses. Et donc, il a ces deux tableaux qu'il peint. Et ce Khalil Bey va s'éprendre, si j'ose dire, de Constance pour une bonne raison, c'est que Constance passe pour être porte-veine. Ça veut dire elle donne chance. Alors, comme c'est un gros joueur, quand il a l'impression que quand Constance est là, il gagne. Quand il y a une brouille ou elle s'en va, il perd. Et donc, il va s'attacher très fortement. Et je suppose que quand il gagne beaucoup, il en donne pas mal à Constance. D'accord. Donc, il commande le tableau. Et ça va être toute l'histoire de ce tableau après. La deuxième partie de sa vie, enfin, plutôt... Troisième. La troisième. La dernière, alors là, c'est étonnant. Elle devient dame patronnesse. Une dame d'œuvre, oui. Elle s'intéresse aux pauvres, surtout quand ce sont de pauvres, des enfants de comédiens malheureux, par exemple. Donc, elle va participer à un grand mouvement philanthropique. Et elle passe pour être le nabab de ses amis, parce qu'elle vit souvent avec des amis. Elle a 4 amis très proches. Elles vivent ensemble autour du musicien Aubert. Et là, elle va être une femme à la fois riche, mais qui va acquérir une certaine sagesse. Sagesse, et non, je vais dire une... pas. Elle est repentie. Oui, disons, elle va passer pour une femme ordinaire, si j'ose dire, une femme riche, une femme du monde. C'est-à-dire, elle va tout d'un coup changer de statut. Ce ne sera plus une gourgandine, une biche, comme on disait, mais ça va être une femme reconnue pour son aimabilité, etc., et qui va finir dans des meubles admirables, avoir une villa à Cabourg. Je ne sais pas encore comment. Je suis là dans la recherche d'explication de cette richesse fabuleuse qu'il a. Alors attendez, là vous vous faites plaisir, Claude Chope, parce qu'il y a 2 pages que je n'aurai pas le temps de lire, bien sûr, où vous détaillez toute la richesse de cette femme, les bijoux, c'est toute une page, la vaisselle, genre, même dans le détail, un ramasse-miettes en plateau en métal, un sucrier, 3 dessous de carafe en métal. Vous nous faites toute une série, un inventaire, mais invraisemblable. Comment vous avez retrouvé ça? C'est ce qu'on trouve dans les archives nationales, c'est-à-dire c'est un inventaire après décès. Et l'inventaire après décès ne font pas l'économie d'une petite cuillère. On sait tout ce qu'il y avait chez elle. Et là, moi, j'étais éberlué par la richesse invraisemblable de cette femme. Comment elle... Est-ce qu'elle a laissé un texte?
Non, elle a laissé son testament. Et là, elle est déjà très malade, son écriture est tremblée. C'est le seul texte que je connaisse d'elle avec une petite lettre à un médecin qui montre qu'elle avait des soucis physiques qui l'ont obligée d'arrêter la danse. Et vous dites que le catalogue au moment de son décès, c'est qu'elle s'est toujours intéressée aux œuvres d'art. Oui. Elle a toujours été quand même dans ce milieu-là, intéressée par la peinture de l'époque. Intéressée sans doute par la peinture, mais surtout ce qui m'a convaincu de l'attribution de ce que j'entreprenais, c'est que parmi les tableaux que j'ai retrouvés dans sa collection, qu'est-ce qu'il y avait? Un Courbet. Donc ça voulait dire que les rapports entre les deux avaient existé bel et bien. Ouais. Alors, Jean-Daniel, vous avez écrit, vous, parce qu'en plus des romans, en plus de l'activité, vous êtes un hyperactif, vous avez fait des cahiers hors série Télérama, et évidemment, j'allais vous poser la question, que pensez-vous de Courbet, le peintre Courbet, et que pensez-vous de ce tableau? Il se trouve que effectivement, moi j'ai travaillé sur la fin de la vie de Courbet, qui était très particulière, puisque il avait une maladie, il fallait lui retirer des litres et des litres d'eau du corps à la fin de sa vie. Il était transporté, il était en Suisse, il était transporté dans un wagon à bestiaux parce que les portes étaient seulement assez grandes pour le pouvoir faire rentrer. C'était assez dramatique. C'est un peintre, moi c'est un peintre à la fois que j'aime et qui m'exaspère aussi, parce que c'est un faiseur, c'est un type de talent fou, c'est un Koons de l'époque. C'est le type qui fait des trucs de publicité incroyables. Ça fera plaisir aux amateurs de Koons, cela, ce que vous dites. Oui, mais c'est quand même ça. Il a semé toute l'Europe de petits tableaux qu'il faisait en public. On le payait 3 bières, 3 chopes comme ça, 3 litres. Ça lui prenait tant de temps et il peignait le tableau, on repartait avec. Il faisait des grands numéros comme ça. Il a essayé d'humilier Manet comme ça. Il y est arrivé d'ailleurs. Et en même temps, il se glisse dans quelque chose, puisqu'il se veut, c'est les débuts du réalisme en peinture. Courbet, c'est lui qui fait un peu la transition. Et il y a un moment qui est intéressant avec ce tableau extrêmement étrange quand même. Oui, c'est infini. Lacan a écrit des belles pages. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est effectivement le côté d'humain. C'est-à-dire, on recherche les choses, et ces gens sont à la limite d'être des personnages d'eux-mêmes, tous. Tous ceux qui sont pris là-dedans, on a l'impression qu'ils sont sortis des bouquins de Dumas ou de Balzac. Effectivement, la courtisane à la fin, qui a tous ces trucs, c'est un inventaire à la Balzac et tout. Ils sont à peine réels. Et cette personne est à peine réelle, elle-même. Et là, il y a un changement dans la peinture qui va, on peut faire la connexion avec Berthe, étrangement, Berthe Morisot, c'est qu'on passe d'une peinture où les femmes sont totalement idéalisées dans des rêves fantasmatiques de ces messieurs, et Courbet, le champion du rêve érotico-fantasmatique, à une fascination du réel intouchable, du réel incompréhensible, du mystère féminin incompréhensible. Et ces peintres, à ce moment-là, deviennent des voyeurs. Et le plus grand des peintres voyeurs, c'est Degas. Le plus grand des peintres Degas, il meurt vierge. Il a adoré des femmes. Il en a montré beaucoup de choses. Il les a même soutenues, alors qu'on aurait pu le prendre pour un grand misogyne. Mais il n'a jamais pu approcher justement l'intimité, qui était l'autre terme de l'intérieur. L'intimité féminine, il est le voyeur. Alors, là, une autre qualité dans le livre, c'est d'avoir fait un cahier photo. Parce qu'on voit, elle a eu 3 grands photographes, Mademoiselle Quegnaud. C'est étonnant qu'elle ait eu tous ces photographes-là. C'est dans le cahier photo, hein? Oui, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est vraiment le boom de la photographie à ce moment-là. Oui, toute la société se faisait... Et quand je suis parti à la recherche des photographies de Constance, j'en ai trouvé énormément à la bibliothèque de l'Opéra. Toutes danseuses étaient photographiées sous toutes les coutures par Disdéry, par Nadar, par tous les grands photographes du temps. Donc là, c'est pas étonnant. Alors, Jean-Daniel Balthassa, je vais lire un moment. C'est pas la fin du livre, mais c'est presque la fin du livre. Alors, évidemment,
c'est un peu l'énigme de ce livre. C'est Berthe Morisot qui écrit. Bon, et ce qu'elle écrit, Claude Chope, ça a dû vous intéresser, ce passage. Ce qu'une femme décente ne doit pas peindre. Les hommes nus, les femmes nues, les deux ensemble, merci Courbet, séparément, en groupe, solitaire, à tout âge. Les hommes inconnus vêtus, les modèles vêtus qui ne sont pas des parents proches, les hommes dormants, les baisers, les lits, les amants, les assassins, les cadavres morts de mort naturelle, les chairs mortes ou vivantes, en pièces ou en entier, et j'arrête ce grand étalage. Berthe Morisot, quand vous l'avez rencontrée, vous avez été séduit par sa peinture avant de connaître la femme. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez aimé sa peinture, avec le flou dont vous parlez, des visages qui n'ont pas de forme, avec très peu d'hommes, avec ce post-impressionnisme, qu'est-ce qui vous a emmené de la peinture à la femme? En fait, j'ai eu une petite alerte, si on peut dire, qui n'est pas de moi du tout, qui est d'un grand auteur italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pietro Citati, et qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la création littéraire ou picturale, et en particulier sur le travail des femmes. Et dans un texte qu'il écrit pour Baudelaire, sur Baudelaire, il y a une toute petite phrase où il dit il faudra un jour que quelqu'un s'intéresse sérieusement à Madame Berthe Morisot. Bon, évidemment, en toute modestie, je me suis dit pourquoi pas moi, et je suis allé voir. Et en fait, moi, j'avais la vision de Morisot telle que on a la plupart du temps, c'est-à-dire les poussettes, les bébés, les maris, les petites fleurs, les roses trémières et tout ça, qui était quelque chose qui avait du charme. Mais le modèle de Manet aussi, le balcon. Alors, il y avait Berthe peinte par Manet, voilà. Mais cette Berthe peinte par Manet était très très loin. C'était du Manet, c'est plus que de la Berthe, si j'ose dire. Et c'est en fait, c'est en cherchant à m'approcher, en commençant à lire les lettres d'elle-même, que tout d'un coup, très vite, au cours des lettres, très très vite, il y a un personnage extraordinaire, extrêmement compliqué, extrêmement tourmenté, hanté par la folie qui apparaît, et une peintre acharnée, vraiment acharnée de création, acharnée à vouloir exprimer quelque chose avec un langage, et qui ne sait pas encore ce qu'elle veut exprimer et qui ne possède pas le langage pour le faire. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans la situation d'une artiste qui est en train de se construire pour pouvoir faire ce qu'elle va faire. Et à partir de cela, moi, j'ai commencé parce que j'étais fasciné aussi. Alors, le roman, il est construit quand même. On fait des allers-retours. Et c'est passionnant. Et vous êtes très doué parce qu'on n'est jamais perdu, alors que c'est quand même une gageure. Hein. On pourrait se perdre entre Paul Valéry en 1945, qui apprend la libération des camps, mais la période ne sera pas simple. Et on retourne sur les amis de Berthe Morisot, les salons de Mallarmé, où justement tout le monde va se fréquenter, et on revient sur une œuvre principale. Je sais que vous êtes très malin et vous ne répondrez pas à ma question. Moi qui ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir, je me suis toujours demandé, est-ce que ce carnet a véritablement existé ou pas? Ou est-ce que Jean-Daniel Balthasar nous l'a complètement à la fois inventé, et je dirais même plutôt très bien vendu? Alors, je vais lire ce que vous écrivez sur Berthe Morisot. Parce qu'on ne va pas tellement parler de Valéry et de Mallarmé, c'est elle, le personnage central. Et voilà, personnage très complexe. Hein. En vérité, la beauté, depuis toujours, ne déchire-t-elle pas l'humain qui l'entreaperçoit, car elle est aussi la description de notre malheur? Berthe Morisot en avait fait l'expérience. Elle qui ne peignait ni l'apparence des choses, ni le sens des corps, mais le prodige de l'instant aveuglant et l'effroi de sa disparition. Ne fallait pas se fier aux apparences peintes, aux jardins, poussettes, arbres, aux femmes de bal. La beauté de Morisot était tendue de tristesse.
Elle pullulait de visages disparus, de regards d'ennui, de nuques ployées, chair ténue, irisée par le doute de l'espérance. Non, il ne fallait pas se tromper. Chez Morisot, regardez bien mademoiselle, la foison de lumière en cataracte sur les petits riens du temps qui passe ne fait que nourrir la terreur d'un monde effleuré, transparent, dans lequel on ne saurait pas même laisser une trace. C'est pas mal, hein, non? Non, je sais pas, mais disons que c'est là où moi j'ai appris des choses, et des choses sur moi ou des choses tout court sur l'art. Finalement, je pense profondément que ce qu'elle dit là est la description de la conscience de l'art contemporain qui est arrivé à la contemporanéité. Pendant des siècles, l'art a consisté à mettre en valeur des constructions mentales de la réalité qui nous entoure. Et tout d'un coup, il se passe au 19e, et en particulier avec elle et quelques autres, mais en particulier avec elle, et parce qu'elle est une femme, il y a une conscience que il y a une grâce humaine et une grâce qu'on peut qualifier de divine, de comme on veut, dans un moment qui passe. Et que ce moment qui passe et cette grâce sont ce qu'ils sont parce qu'ils vont disparaître. C'est-à-dire que le monde n'est pas quelque chose d'éternellement posé là. Et là, on a 5-6 000 ans d'art. Les grandes sculptures grecques, c'est posé là pour l'éternité. Les grands peintres de la Renaissance, c'est posé là pour l'éternité. Et là, tout d'un coup, ce sont des êtres, des créateurs qui disent « Je vais poser quelque chose de ce qu'il disparaît, de ce qui nous entoure et dans lequel nous sommes et qui disparaît. » Ce qui est à la fois, pour moi, prodigieux et très angoissant, d'une certaine manière. Alors, personnage quand même étonnant, au bord de la folie par moments. Elle détruit toutes ses œuvres de jeunesse. Un jour, elle les détruit, quoi. Elle détruit tout, oui. Elle détruit, quand elle rencontre, c'est à la période où elle est peinte par Manet, hein, c'est pas un hasard, puisque pour dire les choses rapidement, elle fait 10 ans de peinture, dont la plupart du temps auprès de Corot. Corot, c'est le grand champion de l'extérieur, pas du tout des corps de femmes, pas du tout des vivants, oui. Mais de l'extérieur, et c'est un grand champion des troncs d'arbres. C'est quelqu'un qui sait très très bien peindre, ce qui n'est pas rien. Hein, c'est pas. Et elle peut pas. Avec Corot, ça se passe mal parce que Corot veut lui faire des copies. Il veut pas lui faire de la peinture. C'est une jeune femme. Donc elle est là pour copier, elle n'est pas pour dire ce qu'elle pense. Et elle, ça la met dans une rage absolument phénoménale, et quasiment ces troncs d'arbres, elle les mettrait à l'horizontale si elle le pouvait. Oui, ça l'intéresse pas. Et donc ça marche jamais. Et quand Manet, les circonstances font qu'elle rencontre Manet, qu'il se passe quelque chose entre eux d'extrêmement fort et qui est lié justement à un interdit social, il est marié, il est syphilitique, enfin bon, il y a plein de choses qui font que voilà, ça va pas être simple comme rencontre romantique, et il se met à la peindre, et il veut la prendre pour modèle, pas nue, pas comme Courbet, au contraire très vêtue, et il va faire cette peinture de Berthe extraordinaire, où ce sont les vêtements de Berthe qui parlent de son corps, c'est les vêtements peints par Manet de Berthe qui disent la sensualité, et dans lequel le rapport, puisque c'est modèle et peintre, le rapport du temps de la peinture, et ça Berthe le dit dans des lettres, elle le dit à sa sœur, etc. Elle ne le dit pas aussi clairement parce que c'est proprement impossible, mais on le comprend complètement à travers. Quand Manet peint sur sa toile et qu'elle est là en train d'être peinte, le pinceau lui touche la chair. Et c'est là leur relation et leur rapport. Et il faut se souvenir, et tous les peintres du 19e avaient ça en tête de façon obsédante, que le pinceau en grec, c'est le sexe. Hein, c'est le sexe, c'est la verge, c'est le sexe mâle. Et tous ces messieurs, évidemment, ils peignent avec leur verge, c'est clair et net. Et Courbet le premier. Et ça, c'est une conclusion formidable, Jean-Daniel Balthazar. Parce qu'on me fait des signes qu'il faut arrêter l'émission. Vous venez de trouver la conclusion. Je conseillerais simplement
aux futurs lecteurs de votre livre de lire la page 162. C'est une lettre admirable que Berthe Morisot écrit, j'ai tellement envie de croire que c'est vrai, le 22 février, l'année de sa mort, à Mallarmé, où elle lui confie son carnet et qu'elle lui dit « Il ne peut pas y avoir de meilleures mains que les vôtres pour lire ce carnet ». Dernière actualité, grande expo Morisot l'an prochain à Paris, expo importante au mois de mai. Et puis une dernière question à Claude Chope. Pourquoi n'y a-t-il pas eu, avec cette anatomie-là, cette crudité-là, un sexe masculin de pain? Ah. La bonne réponse, c'est que toute la peinture, depuis l'histoire, montre des sexes masculins. Depuis les Grecs, depuis tout le temps, il y en a partout. En fait, on les voit tellement qu'on les voit plus. Très bien. Bon, je vous remercie. L21, le stand de Monsieur Balthassa, et L23, le stand de Claude Chope. Merci à vous.